C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons pour ce sixième webinaire de notre série dédiée à la méthodologie de la recherche qualitative en sciences humaines et sociales dans le cadre du projet Alliance SHS Afrique. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet central pour maximiser l'impact de nos recherches. Comment structurer et évaluer efficacement une stratégie de transfert de connaissances? Ce webinaire s'inscrit dans une démarche de renforcement de nos capacités collectives à transformer des données probantes en actions concrètes et pertinentes pour nos contextes africains. Nous aborderons les grands principes pour structurer une stratégie de transfert de connaissances à l'aide d'un plan de transfert. Nous nous pencherons ensuite sur les mécanismes à activer pour favoriser l'utilisation des connaissances. Enfin, nous illustrerons la démarche d'évaluation d'une stratégie de transfert de connaissances avec des exemples concrets tirés du projet Alliance SHS Afrique et aussi de la formation et accompagnement en transfert de connaissances de chaque membre de l'équipe. Avant de commencer, euh, nous souhaitons rappeler que si vous n'avez pas encore visionné le webinaire introductif offert en mars dernier, vous pouvez toujours le consulter en replay grâce au lien disponible dans l'invitation. Et il est à noter aussi que cette session sera préenregistrée et durera 1h30. Si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, euh, écrivez dans le chat. Nous espérons que ce moment sera riche en enseignements et qu'il suscitera des échanges inspirants pour faire avancer ensemble nos projets. Sans plus tarder, je donne la parole au professeur Christian Dagenet, qui est professeur titulaire au département de psychologie à l'Université de Montréal et chercheur principal de l'équipe de recherche Renard, et Aurélie Haute, qui est conseillère principale de recherche au sein de l'équipe Renard. À vous. Bonjour. Écoutez, actuellement, il y a 22 personnes en ligne. Là-dessus, il y en a au moins 5 ou 6, peut-être plus, qui ont participé à tout ce qu'on a fait entourant la formation puis la mise en œuvre d'activités de transfert de connaissances dans le cadre du projet. Donc, ces personnes-là, c'est gentil d'être là. On est content de vous revoir, mais vous n'allez pas apprendre grand-chose parce que ce sont toutes des choses qui ont été vues pendant la formation, puis au cours de la dernière année, en fait, parce que depuis octobre de l'an dernier, on travaille ensemble là-dessus. Euh, Diapo. Donc, comme le mentionnait Michaela, ce webinaire aujourd'hui est la suite de celui qui a été animé en mars dernier, où on faisait une introduction en fait au transfert de connaissances et où on donnait des exemples concrets d'activités de transfert qui avaient découlé en fait des formations qu'on avait offertes à l'IPM, à l'Institut Pasteur de Madagascar, au fil des années, en fait depuis janvier 2020. Donc, on va quand même, pour les gens qui n'auraient pas assisté à ce séminaire-là, puis qui n'auraient pas eu le temps de revisionner l'enregistrement, on va faire un bref rappel des définitions et des modèles. On va faire ça très, très rapidement, mais ça va mettre la table, si on peut s'exprimer comme ça, à ce sujet. Ensuite, on avait abordé dans le premier webinaire la question des plans de transfert, mais très brièvement. Et aujourd'hui, on va prendre le temps, Aurélie va vous présenter un peu plus en détail comment on prépare un plan de transfert et ce qu'on y met, ce qu'on doit planifier dans un plan. Ensuite, on va parcourir des choses qu'on n'a pas vues en profondeur, qui sont dans nos MOOC. Je vais revenir sur les MOOC tout à l'heure. C'est les mécanismes qui permettent de mener à l'utilisation de la recherche. Donc, il y a une, euh, une étude, vraiment un effort colossal qui a été fait par des chercheurs du Royaume-Uni pour regrouper l'essentiel des informations empiriques
donc qui avait été validé, qui montre quels sont les mécanismes qu'on doit activer pour mener à l'utilisation de la recherche. Et finalement, on va vous donner un exemple d'une évaluation qui est menée. C'est dans le cadre du projet SHS, donc on va vous présenter un peu comment on a euh, abordé cette question-là de l'évaluation et quelles sont les activités qu'on a menées et qu'on pourra mener aussi. Diapo. Donc, la définition de transfert de connaissances, il existe une multitude de titres, d'appellations, de concepts qui sont utilisés pour parler du concept de recherche vers l'action. Celle avec laquelle on est le plus à l'aise, puis qu'on a utilisée dans le cadre de la formation, c'est celle-ci, c'est-à-dire l'ensemble des efforts consentis pour faire connaître et reconnaître les activités et les résultats de recherche en vue de leur utilisation par les milieux de pratique, par les décideurs et les décideurs à tous les niveaux, là, et le grand public, que la démarche soit interactive ou non. Parce il y a des stratégies de transfert de connaissances qui sont plutôt unidirectionnelles, mais on sait maintenant que les stratégies interactives sont plus efficaces. Diapo. Très rapidement, on reprend un modèle de transfert de connaissances qui présente les différentes étapes du processus de transfert. Il en existe une multitude de modèles théoriques ou empiriques pour montrer comment se passe le processus de transfert. Celui-ci est notre préféré, c'est-à-dire si on part en haut à gauche de la production des connaissances, on doit passer à travers les étapes qui suivent pour arriver à une utilisation. Donc, et il y a deux étapes qui sont cruciales dans ce processus-là, c'est-à-dire l'adaptation. Il faut nécessairement que les contenus qu'on souhaite transférer soient adaptés au public qu'on a ciblé. C'est-à-dire, on doit choisir les informations qui les intéressent, qui répondent à leurs besoins, et leur transmettre dans un format avec lequel ils sont familiers. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'adresser de la même manière à des médecins qui ont une formation de base en recherche, donc qui connaissent les termes qu'on utilise en recherche, ou à des enseignants, par exemple, dans des salles de classe qui n'ont aucune formation en recherche, donc on ne va pas s'adresser à eux de la même manière, et on va pas utiliser les mêmes moyens non plus pour rejoindre nos publics cibles. Donc la deuxième étape, qui est l'étape de diffusion, c'est celle où on va faire un effort pour rejoindre nos publics cibles avec des moyens qui sont adaptés à leur contexte. Ensuite, on va devoir s'assurer que nos publics cibles ont été rejoints. Si, par exemple, on fait une liste d'envoi par courriel avec une infographie en pièce jointe, ben, on ne sait pas jusqu'à quel point les gens qui étaient dans notre liste d'envoi ont bien reçu le courriel, s'ils ont téléchargé la pièce jointe, s'ils l'ont téléchargé, est-ce qu'ils l'ont lu, s'ils l'ont lu, est-ce qu'ils ont lu au complet ou partiellement, et puis s'ils ont lu complètement, est-ce qu'ils ont compris le message qui leur était destiné, et s'ils l'ont compris, est-ce qu'ils sont d'accord avec? Donc, l'étape d'après, c'est l'adoption. Donc, on est d'accord avec, on comprend ce qui a été transmis, puis on décide d'adopter, mais ensuite, il faut trouver la manière de s'approprier, la manière de mettre en œuvre ces résultats-là concrètement. Et c'est là qu'on arrive à l'utilisation. Diapo. Il y a OK, juste, on a évoqué tout à l'heure les MOOC, donc les formations en ligne que l'équipe Renard a élaborées en collaboration avec l'Institut de recherche pour le développement. Il y a deux MOOC qui ont été utilisés dans le cadre de la formation dans le projet SHS Afrique, mais il y en a un troisième qui porte sur une autre dimension. Je vais y revenir un peu plus tard. Les gens qui sont intéressés, pour ceux qui ne l'ont pas déjà suivi, qui sont intéressés à suivre ces MOOC, vous allez sur le site web de l'équipe Renard, tout simplement équiperenard.org. Euh, vous pouvez vous inscrire en descendant juste un peu dans la page d'accueil de l'équipe. Le contenu de formation qui a été offert dans le cadre du projet de l'Alliance SHS s'y trouve. Une chose qu'on n'a pas mentionnée, c'est que je souhaiterais que la présentation soit un peu interactive, donc même s'il y a plus d'une vingtaine de personnes en ligne, que vous puissiez indiquer dans le chat les questions qui vous viennent quand il y a des choses qui ne sont pas claires ou pour lesquelles vous souhaiteriez un peu plus d'informations. Donc, n'hésitez pas à mettre votre question dans les chats et Michaela va nous interpeller
pour qu'on puisse répondre à ces questions-là au fur et à mesure où elles viennent. Sinon, à la fin, vous allez poser des questions sur les trois dernières diapos, puis le reste va vous avoir échappé. Diapo? D'accord. Alors, je vais passer la parole à Aurélie qui va revenir sur les détails d'un plan de transfert. Merci Christian, bonjour à tout le monde. On commence donc par un rappel assez bref de ce qu'est un plan de transfert de connaissances. Donc, comme Christian l'a dit, je vais passer vite en fait parce que ça a déjà fait l'objet de plusieurs séances de travail avec certains d'entre vous. Donc, peut-être si plusieurs d'entre vous ont déjà développé un plan de transfert, vous pouvez envoyer un pouce en l'air virtuel ou le mettre dans le chat un peu par curiosité pour voir combien on remplit cet exercice, on complète cet exercice. Alors, un plan de transfert, pourquoi c'est un exercice indispensable selon nous pour structurer une stratégie? Parce qu'on souhaite ni plus ni moins que les personnes s'approprient des connaissances scientifiques et qui changent leur comportement ou leurs attitudes. Et ça, c'est pas si facile que ça en a l'air. Il faut mettre en place un ensemble d'activités coordonnées et pour faire cela, il faut y réfléchir au préalable et voir comment les objectifs vont pouvoir être atteints avec les activités que l'on va déployer. Donc, le plan de transfert, c'est vraiment un exercice pour vous ou pour votre équipe qui mettez en œuvre une stratégie de transfert. C'est quelque chose qui va pouvoir aussi évoluer euh, en fonction de l'étape de réalisation de vos travaux. Et comme l'a dit Christian, donc nos MOOC sont accessibles gratuitement et vous y trouverez ce gabarit d'un plan de transfert de connaissances ainsi que la démarche pour le compléter. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, ça peut être inspirant. Le plan de transfert, idéalement, se base d'abord sur un état des lieux, c'est-à-dire qu'on essaye de voir quels sont les besoins auxquels on cherche à répondre, mais aussi quels sont les facteurs du contexte qui vont pouvoir nous aider dans notre stratégie de transfert et quels sont les facteurs qui vont être défavorables, évidemment, pour avoir une vision d'ensemble avant de commencer. On indique également un ensemble d'objectifs. D'abord, un objectif plus général, donc quel est l'effet espéré de la démarche. Ça pourrait être, par exemple, un objectif très général d'améliorer une couverture vaccinale. Donc, un exemple hypothétique. On décline cet objectif plus général en objectifs spécifiques, donc qui sont toujours en lien normalement avec les connaissances que l'on souhaite transférer. C'est-à-dire, si on reprend notre exemple, si on a démontré dans une recherche que certaines personnes ne sont pas adéquatement rejointes par des campagnes vaccinales, on peut viser, par exemple, avec notre stratégie de transfert, d'influencer une prise de décision, comme influencer un ministère en ce qui concerne ses politiques vaccinales pour les améliorer. Ou encore, un autre objectif spécifique, ça pourrait être de former un groupe de professionnels pour qu'ils soient plus à même de rejoindre des populations clés. Donc, tout ça, c'est un lien avec les connaissances que l'on souhaite transférer. Ensuite, on rentre dans ces connaissances à transférer. Donc, comme vous le savez tous, j'imagine, un projet de recherche, ça va potentiellement générer un grand nombre de résultats, un grand nombre de connaissances. Néanmoins, il faut bien connaître les publics pour savoir quelles connaissances risquent de les intéresser. Avec notre exemple sur la couverture vaccinale, des données, par exemple, d'une cartographie d'acteurs qui sont impliqués dans cette vaccination, dans le déploiement de ces campagnes, ça va potentiellement intéresser des responsables de campagne pour voir comment mieux se coordonner. Mais ça risque de moins intéresser des populations clés. Eux, ils pourraient plutôt avoir besoin d'informations sur le vaccin lui-même, sur son accessibilité ou sur le meilleur endroit qui convient à leurs besoins pour aller obtenir ce vaccin. Donc, vous voyez, c'est vraiment un exemple à grands traits, mais ça vous donne une bonne idée de l'importance de se poser la question des connaissances qui vont intéresser quel public. Donc, vous me voyez venir, il faut bien connaître ces publics cibles et bien savoir quels sont leurs comportements en matière de recherche d'informations et leurs habitudes. Sinon, c'est difficile de choisir des activités qui vont les intéresser.
À ce stade et à plusieurs stades dans la création d'un plan de transfert, il faut se rappeler l'objectif spécifique que l'on souhaite atteindre pour ne pas le perdre de vue. Par exemple, je vous ai listé un objectif spécifique possible qui pourrait être d'influencer un ministère pour modifier une politique vaccinale. Et une fois que vous avez fait tout ce travail de réflexion préalable, c'est à ce moment-là, normalement, que l'on se penche sur les activités à choisir, à mettre en œuvre pour atteindre votre objectif. Une activité ou un produit de transfert de connaissances, ça peut être un atelier, comme un atelier délibératif, ça peut être une production comme une note de politique, une infographie. Donc, c'est le type d'activité dont on parle. Et souvent, on part tout de suite avec l'activité qu'on veut mettre en place, mais il faut normalement retracer, refaire tout le chemin que je vous ai montré avec ce gabarit de plan de transfert avant de choisir une activité. Je vais passer maintenant la parole à Christian qui va vous parler d'un autre élément à prendre en compte. Oui, un élément vraiment très important et qu'on a peu abordé dans la formation jusqu'à maintenant. On a effleuré ça assez rapidement. On va essayer d'aller un petit peu plus loin avec le temps qu'on a ce matin. Donc, comment on choisit les outils pour les activités de transfert de connaissances? Quels sont les outils appropriés dans un contexte particulier et qu'est-ce qui fonctionne mieux que d'autres choses? Ça dépend des publics, mais aussi des mécanismes qu'on souhaite activer. Donc, il y a des mécanismes qui vont agir comme levier pour mener à l'utilisation des connaissances, et c'est ce qu'on va voir. Diapo. Donc, les mécanismes pour favoriser l'utilisation des connaissances. Diapo. Alors, on doit mettre en place un certain nombre d'activités et la recherche nous montre bien qu'un seul outil ou une seule activité a des effets limités et que c'est bien de multiplier les activités qu'on va mettre en place. Et ces activités-là, en interaction avec les publics cibles, vont activer des leviers ou des mécanismes qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif qui est l'utilisation des résultats de recherche, soit pour influencer la compréhension par rapport à une thématique, soit pour influencer l'attitude des gens par rapport à cette problématique-là, ou pour carrément mener à un changement de pratique ou à une prise de décision. Diapo. Il y a un travail que j'ai évoqué en début de séance, un travail colossal qui a été fait par l'Alliance pour, en fait, l'Alliance pour, comment il s'appelle? L'Alliance pour la recherche utile ou en tout cas bref, quelque chose dans ce genre-là. The Alliance for Useful Research. Ouais. Bon. Bref, les travaux qui ont été menés par Langer, Trippi, Gook et Brecken, ils ont fait une revue des revues, c'est-à-dire qu'ils ont repéré 23 revues systématiques, ils en ont fait une synthèse sur quels sont les mécanismes qui vont influencer la prise de décision. Ça, c'est en 2016 qu'ils ont publié ça. Ils ont combiné ça avec une étude de portée dans le domaine des sciences sociales pour voir jusqu'à quel point il y avait des appuis théoriques qui permettaient de renforcer en fait l'efficacité des mécanismes, de démontrer l'efficacité des mécanismes. Alors, ils ont identifié 6 grands mécanismes qui peuvent contribuer à mener à l'utilisation de la recherche. Le premier, c'est de sensibiliser à l'importance d'utiliser les connaissances issues de la recherche. On le sait, si les gens n'ont pas l'impression que la recherche peut être utile pour améliorer leur pratique ou améliorer leur prise de décision, il y a peu de chances que la connaissance soit utilisée. Diapo, oui, c'est ça. Donc, pour sensibiliser, on va utiliser des techniques de marketing social. On va mettre en place des mesures de soutien, des incitatifs. On va échanger avec les gens, leur faire la démonstration de l'utilité de la recherche pour améliorer les pratiques et la prise de décision. Le deuxième mécanisme vise à développer une compréhension commune des questions d'intérêt. Si pour un milieu de pratique, ils sont aux prises avec un problème criant,
et que les chercheurs, eux, considèrent que la recherche devrait porter sur un aspect qui n'est pas prioritaire aux yeux des utilisateurs potentiels, ben, on risque de ne pas se rejoindre. Donc, développer une compréhension commune des questions d'intérêt, c'est un mécanisme qui est important à garder en tête. Diapo. Et pour faire ça, on va mettre en place des ateliers délibératifs, on va faire des consultations Delphi, c'est une technique qui permet d'arriver à un consensus. On va utiliser des méthodes telles que la cartographie conceptuelle, qui est aussi un exercice de groupe qui permet de faire des consensus. On va utiliser des Word Café pour s'entendre sur voici les questions prioritaires sur lesquelles on devrait se pencher. Diapo. Troisième mécanisme, améliorer l'accès et la communication des connaissances issues de la recherche. On parle d'accès et de communication, c'est deux concepts différents. La communication, c'est l'effort pour transmettre, pour diffuser, mais l'accès, c'est de rendre accessible. Donc, si on ne communique pas dans un format qui est accessible pour le public cible, ça ne va pas fonctionner. Diapo. Donc, on va produire pour améliorer l'accès à la communication. On va faire des présentations, on va utiliser des guides, des aides-mémoires, on va utiliser des publications, des infographies, on va faire des messages radio, des balados, des capsules vidéo, on va utiliser des bulletins électroniques, on va faire une veille documentaire et on va utiliser aussi, évidemment, les médias sociaux. Diapo. Quatrième mécanisme, favoriser les interactions entre les chercheurs et les utilisateurs. Bon, qu'est-ce que ça veut dire favoriser les interactions? Ça peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut être lors d'un atelier délibératif, il y aura des interactions entre les chercheurs et les utilisateurs, mais il y a d'autres moyens qui peuvent être utilisés pour favoriser ces interactions-là. Diapo. Donc, on peut mettre en place des communautés de pratique. On peut organiser des groupes de travail qui mélangent les chercheurs et les utilisateurs. Il y a des laboratoires d'innovation qui ont montré des résultats fort intéressants. Et le dernier, c'est les équipes de recherche en partenariat, telles que l'équipe Renard, par exemple, qui est une équipe de recherche en partenariat avec des milieux de pratique. Donc, il y a à peu près la moitié des membres de l'équipe qui sont des chercheurs et la moitié des membres qui sont des représentants de milieux de pratique, dont la mission ou une partie de la mission porte sur le transfert de connaissances ou qui veulent mettre à jour leurs pratiques de transfert. Donc, on s'est allié avec ces groupements-là pour développer des projets de recherche qui répondent à leurs besoins. Donc, favoriser les interactions entre chercheurs et utilisateurs permet de mener à, à une compréhension commune et aussi à développer des projets de recherche vraiment qui répondent aux besoins. Diapo. Cinquième mécanisme, développer les compétences des utilisateurs pour utiliser la recherche. Développer les compétences des utilisateurs, oui, mais développer les compétences des chercheurs, c'est aussi une dimension qui est essentielle. Diapo. Donc, on va développer des formations en présence ou en ligne, telles qu'on l'a fait dans le projet SHS Afrique. On va mettre en place du mentorat, du coaching, afin qu'on comprenne bien l'importance, l'utilité de la recherche et qu'on apprenne les moyens qu'on doit prendre pour arriver jusqu'au bout de la séquence qu'on vous a montrée en début de présentation, là, de la production jusqu'à l'utilisation. Et enfin, le sixième mécanisme, il faut agir sur les processus décisionnels et sur les structures organisationnelles. Les exemples de ça, c'est par exemple la création d'unités de transfert de connaissances, ou l'embauche de courtiers et de courtières de connaissances qui vont justement agir sur le mécanisme 4, qui est l'interaction entre les chercheurs et les utilisateurs. Un courtier de connaissances ou une organisation de courtage de connaissances se situe à la jonction des chercheurs et des utilisateurs. Donc, ils vont réseauter les gens, ils vont aller voir les besoins des milieux utilisateurs, ils vont aller voir les chercheurs pour voir est-ce qu'ils disposent de connaissances qui pourraient répondre aux besoins des milieux utilisateurs, ou sinon, est-ce qu'ils peuvent mettre en place une activité de recherche pour le faire. Un exemple de la création d'unités de transfert de connaissances, c'est en 2018,
au ministère de la Santé du Burkina Faso, le ministre en poste a créé une unité de transfert de connaissances qui relevait directement de son cabinet. Donc, il se situait dans l'organigramme du ministère vraiment au-dessus des directeurs techniques et des directeurs centraux. Et l'objectif était de faire en sorte que les décisions prises au sein du ministère soient appuyées ou soient au moins éclairées par des résultats de recherche. Diapo. On sait maintenant, à cause des recherches qui ont été menées là-dessus, que combiner des mécanismes peut être plus efficace. Par exemple, sur le mécanisme 6, il y a des preuves qui montrent que le mécanisme 6, quand on le combine avec le mécanisme 3, qui est d'améliorer l'accès et la communication des connaissances issues de la recherche, ben, ça va avoir plus d'impact. Donc, si on met en place, comme on l'a fait au ministère, comme ça a été prévu au ministère de la Santé au Burkina, on met en place une unité de gestion de transfert de connaissances, ça va améliorer l'accès et la communication des connaissances, puisqu'il y aura une équipe de professionnels qu'on pourra appeler des courtiers de connaissances qui vont s'assurer justement de communiquer dans un format approprié les résultats de recherche pour aider à la prise de décision. Si on combine le mécanisme 5 de développer les compétences des utilisateurs pour la recherche avec le mécanisme 6, donc si on a mis en place des activités de courtage de connaissances, ça va permettre de développer des compétences des utilisateurs parce que le courtier va se charger de communiquer avec les utilisateurs potentiels puis les aider à mieux comprendre. Diapo. Par contre, il y a certaines approches qui ne sont pas efficaces. Par exemple, euh, pour améliorer l'accès et la communication des connaissances, il faut utiliser des approches qui sont actives et non pas passives. Toutes les études qui ont mené sur les approches passives, les efforts passifs de transfert de connaissances avaient des résultats décevants. C'est-à-dire que si on pense qu'en diffusant une infographie par courriel à toute une liste d'envois massive, on va, on va changer la possibilité que ce soit utilisé, ben, on risque d'être déçu. L'autre élément qui fonctionne moins bien, c'est si on veut développer les compétences des utilisateurs, mais qu'on utilise des méthodes qui présentent pas d'éléments de interactifs ou concrets, ça va pas fonctionner non plus. Diapo. Maintenant, un exemple d'activité d'évaluation pour le transfert de connaissances. On vous cite évidemment l'exemple de ce qui a été fait comme effort en transfert de connaissances dans le cadre du projet Alliance SHS. Donc, l'évaluation de la stratégie de transfert de connaissances qui a été déployée dans le cadre du projet SHS. Diapo. Est-ce que je prends la main, Christian, ou tu veux continuer? Non, vas-y. Euh, Pardon, moi j'étais sur mon élan, mais effectivement, vas-y. c'est parce on a tellement aimé mener cette évaluation qu'on s'est un peu battu pour savoir qui commençait à présenter, mais c'est moi En qui ai fait, gagné. ouais, oui, tu as gagné, mais je veux juste mentionner que c'est vraiment un projet exemplaire en termes de développement de capacités, de connaissances sur le transfert de connaissances et d'application de ces connaissances-là concrètement dans un projet d'envergure comme Alliance SHS Afrique. Donc, évidemment, on n'aura pas pris un autre exemple aujourd'hui. Donc, vous savez, vous vous êtes rappelé comment on planifie une stratégie de transfert, comment on choisit des activités pour atteindre les effets escomptés. Et pour l'évaluation, donc, on va rentrer dans un exemple concret d'évaluation parce que les exemples, c'est quand même parlant, surtout dans le temps limité dont on dispose. Dans le cadre de la stratégie de TC déployée à Alliance SHS, qu'est-ce qu'on voulait transférer? On voulait transférer des connaissances et des compétences en transfert de connaissances aux différentes équipes pays.
Donc, plus simplement, on voulait former les différentes équipes pays en transfert de connaissances. Donc, comment on s'y est pris? Si vous avez déjà réalisé des activités d'évaluation, et je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui l'ont fait, vous avez déjà peut-être préparé un modèle logique qui ressemble à ça et qui va en fait de la liste des activités prévues aux effets qui sont attendus. Donc, un modèle logique, ça permet de voir de façon logique le plus possible comment vous allez arriver aux effets qui sont espérés. Et dans notre cas, on commence par une liste d'activités qui était prévue pour les membres d'Alliance SHS. Ces activités, c'était d'abord de réaliser le MOOC Introduction au transfert de connaissances de façon autonome à distance. Et on offrait avec Christian et Michaela des visioconférences aux 2 semaines pour les gens qui voulaient discuter de leurs apprentissages qui étaient faits dans les différents modules. Ensuite, on a enchaîné avec une formation en présence à Tunis en mai, si je ne me trompe pas. Et dans cette formation, le but principal, c'était de passer à travers notre deuxième MOOC qui permet de préparer des notes de politique et aussi d'avancer sur la compréhension des différents aspects du transfert de connaissances, dont la création d'un plan de transfert de connaissances, qui prend quand même un petit peu de pratique idéalement pour être bien à l'aise pour remplir ce plan de transfert. Enfin, il y a une formation à Dakar, encore en présence en octobre. Donc, les équipes sont allées encore plus loin dans la mise en œuvre de leur plan de transfert, la réflexion sur cette mise en œuvre. Et pendant tout le processus, un accompagnement a été offert, donc, ou coaching, c'est un peu la même histoire. Donc, les personnes qui le souhaitaient étaient accompagnées pour développer des notes politiques, pour développer des plans de transfert ou pour répondre à différentes questions qui pouvaient se poser dans le cadre des stratégies qu'elles préparaient. Suite à ces activités, on pouvait mesurer et on a mesuré un ensemble d'extrants. Donc, les extrants, c'est ce qui découle immédiatement des activités réalisées, notamment le nombre de personnes qu'on est arrivé à rejoindre, mais aussi leur réaction face à la formation, c'est-à-dire leur satisfaction et leur intention d'utiliser les connaissances qu'elles pouvaient avoir acquises. Je vais y revenir plus tard. Les extrants, c'est aussi les plans de transfert de connaissances, les différents outils et activités qui ont commencé à être préparés par les équipes pays dans le cadre de cette formation en transfert de connaissances. Et enfin, dans le modèle logique, on arrive aux effets. Donc, les effets à court terme, c'est-à-dire est-ce que des connaissances ont vraiment été acquises et est-ce que ça a eu un impact sur les pratiques des personnes formées? Donc, est-ce qu'ils ont mis en pratique leurs nouvelles connaissances et compétences en transfert de connaissances? Et à plus long terme, ultimement, l'évaluation souhaiterait à mesurer les retombées des stratégies de transfert de connaissances que chaque pays aura mises en œuvre. Mais ça, nous, on ne peut pas le mesurer dans le cadre, dans ce cycle d'évaluation. Ça tombe dans la cour des équipes pays. Donc, c'est elles qui sont responsables de mesurer les retombées de leur stratégie. Si on retourne un peu en arrière, donc je vais vous donner quelques résultats préliminaires qui sortent de nos travaux d'évaluation et je voudrais remercier particulièrement Roula Haddad qui travaille avec nous sur cette évaluation et qui a pu nous livrer déjà des résultats préliminaires de l'analyse. Donc, suite à la réalisation du MOOC à distance et la formation à Tunis, nous avons pu mesurer tout ce que vous voyez dans cette colonne d'extra. Juste pour vous donner un petit peu de contexte, donc voici les personnes qui ont été rejointes par les visioconférences aux 2 semaines lors de la réalisation du MOOC à distance. Et vous pouvez voir un exemple, juste un petit exemple pour vous donner une petite idée des questions qu'elles souhaitaient discuter avec les formateurs, notamment qui est responsable de faire toutes ces activités de transfert. Comment on choisit un bon courtier ou courtière de connaissances, ce dont parlait Christian tout à l'heure, ou encore beaucoup de questions sur les ateliers délibératifs, donc une activité de transfert, comment gérer une absence de consensus, par exemple. Donc, c'était quand même des questions très ciblées, très concrètes, qui permettaient d'aller plus loin dans les apprentissages.
Donc, juste une petite idée sur ce qui a été discuté. À la suite de la réalisation du deuxième MOOC à Tunis, on a aussi fait remplir aux participants un questionnaire qui visait à mesurer leur réaction, c'est-à-dire leur satisfaction euh, avec cette expérience d'apprentissage. Vous voyez le nombre de personnes qui ont rempli le questionnaire. Et voici juste quelques résultats choisis, parce qu'on n'avait pas le temps de vous présenter la totalité. Quelques résultats préliminaires. Vous voyez leur niveau de satisfaction envers certains éléments, comme la participation au cours, les formateurs, l'organisation de la formation. Et vous pouvez remarquer que c'est quand même un très bon niveau de satisfaction parce que le score maximal possible est sur 5. On rentre dans différents aspects du cours et on voit que la plupart des personnes qui ont répondu au questionnaire seraient heureux et heureuses de recommander ce cours en ligne à d'autres personnes. Ils ont trouvé les contenus pertinents et concrets, donc ça c'était très important pour la mise en application future. Et ils ont trouvé en règle générale que les explications qu'ils ont reçues étaient claires. Donc on est assez content de ces résultats-là. Une deuxième chose qu'on a mesurée à Tunis, c'est l'intention d'utilisation. Donc, pourquoi on mesure l'intention? Parce que l'intention, c'est un bon prédicteur de l'utilisation future des compétences ou des connaissances qui ont été acquises. Donc, c'est assez simple. Donc, si vous êtes satisfait vous-même d'une formation, si vous trouvez que vous allez avoir un bénéfice à utiliser les compétences que vous avez acquises, vous risquez de les mettre en œuvre. Si vous n'êtes pas satisfait d'une formation, si vous ne voyez pas l'application concrète de ce qu'on a essayé de vous transférer, c'est sûr que l'utilisation de ces connaissances et compétences est compromise. Et on a mesuré ceci à l'aide d'un questionnaire validé, c'est-à-dire c'est juste un questionnaire qui a déjà été bien testé. On sait que ça mesure bien les variables que ça cherche à mesurer. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que les personnes participantes, donc les 24 que j'ai cités plus tôt, ont l'intention de mettre en pratique ce qu'elles ont appris sur le transfert de connaissances. Elles perçoivent positivement leur capacité à le faire et elles perçoivent que les conséquences de le faire seront bénéfiques. Donc tout ça, c'est bon. C'est bon pour nous. Ça veut dire que ça pourrait favoriser l'adoption de ce comportement. Et le comportement ciblé, c'est de mettre en pratique le transfert de connaissances dans leur vie professionnelle, dans leur vie quotidienne. Christian, est-ce que je te passe la parole pour la suite? Bah, si tu veux, ouais. Oui, avec plaisir. OK. Alors, qu'est-ce qui a été mis en œuvre? On va vous donner quelques exemples de ce qui a été amorcé à Tunis, puis qui a été complété par les différentes équipes avec un peu d'accompagnement de notre part et qu'on a pu revoir lors de l'atelier à Dakar le mois dernier, en fait. Diapo. OK. Donc, vous avez ici un exemple qui a été préparé par Balkissa Ibrahim et son équipe du CERMES à Niamey, qui est une note de politique qui se présente. Donc, elle est en 2 pages normalement, mais là, on en montre seulement une, où vous voyez qu'on a un titre qui est très explicite, qui est court et puis qui qui est très, très clair sur de quoi on parle. Il y a ensuite un résumé et les faits saillants de l'étude. Donc, déjà, le lecteur, il sait à quoi s'attendre. Et dans la deuxième page, on présente un peu plus de détails sur les résultats et on propose des recommandations pour la mise en œuvre des résultats. Donc, cet outil-là sert à activer le mécanisme 3, qui est d'améliorer l'accès et la communication. Donc, on transmet ici les informations essentielles qui découlent de l'étude. Donc, c'est très réduit comme information, mais c'est très focalisé sur les faits saillants, en fait, les résultats les plus importants et les plus utiles pour le public qu'on a ciblé dans ce cas-ci. Donc, on améliore ici la communication, mais aussi l'accès parce que c'est présenté sans jargon scientifique et donc c'est bien adressé à un public. L'objectif est d'informer les autorités sanitaires dans ce cas-ci et oui, surtout. Diapo. Euh,
Un autre exemple, et il est très, très, très récent parce que c'est le 22 novembre qu'a eu lieu un atelier délibératif à Madagascar pour présenter les résultats, une partie des résultats, en fait, des études qui ont été menées dans le cadre du projet SHS. Donc, et l'atelier délibératif visait l'optimisation des compétences des agents communautaires dans la lutte contre la polio à Madagascar, réorientation des politiques de vaccination grâce aux leçons apprises de la COVID-19, qui était en fait la principale cible de l'étude. Ici, c'est trois mécanismes qu'on active avec un atelier comme celui-là. D'abord, on sensibilise à l'importance d'utiliser les connaissances issues de la recherche. Dans le cadre de cet atelier-là, on a bien montré l'applicabilité des résultats parce que ça a été discuté. Donc, sensibiliser à l'importance d'utiliser, développer une compréhension commune des questions d'intérêt et de favoriser les interactions entre chercheurs et utilisateurs parce que les chercheurs arrivent avec leurs résultats de recherche qui découlent d'une méthodologie rigoureuse et puis ils regardent comment dans les contextes de pratique des participants à l'atelier, ceci est pertinent et applicable. Donc, il y a une mise en commun de l'expertise des chercheurs avec l'expertise des gens des milieux de pratique qui connaissent bien leur contexte de travail. Donc, on active ici trois mécanismes de façon à changer les pratiques et la prise de décision. Diapo. Donc, d'accord. Maintenant, pour évaluer les effets de nos efforts de formation et d'accompagnement pour les activités de transfert de connaissances, Aurélie vous a présenté tout à l'heure ce qu'on a mesuré en termes d'extrants, donc le nombre de personnes rejointes, leur réaction face à la suite de la formation, leur intention d'utiliser les résultats et l'élaboration d'un plan préliminaire et des outils, activités de transfert telles que les notes de politique surtout, qui ont été élaborées, dont on a commencé l'élaboration à Tunis et qui s'est poursuivie par la suite. Maintenant, on a profité de notre présence à Dakar euh, le- 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 récemment pour faire des entretiens auprès des personnes qui avaient été formées à Tunis pour mesurer justement jusqu'à quel point ils avaient acquis les connaissances et à quel point ils étaient en mesure de mettre en pratique ces connaissances-là. Donc, diapo, on a mené une étude en fait basée sur l'analyse des 17 entretiens semi-dirigés qui ont été menés à Dakar pour mesurer l'impact de la formation au niveau individuel et organisationnel. Donc, on vous présente vraiment, c'est des résultats préliminaires. L'analyse des entretiens est bien amorcée, mais n'est pas finalisée encore. Donc, on vous présente maintenant les grandes tendances qui émergent de cette évaluation-là. Diapo. Donc, au niveau individuel, c'est assez unanime. La perception de l'utilité du transfert de connaissances est clairement exprimée par les répondants qui considèrent que le processus de transfert de connaissances est un processus qui est rigoureux, collaboratif, efficace et pertinent. Ensuite, les changements, plusieurs nous ont rapporté des changements dans leur méthode de travail individuelle ou actuelle. Par exemple, ils nous disent que quand ils vont présenter, même en dehors du projet Alliance SHS, quand ils vont présenter à différents publics cibles, ils tiennent compte en fait des connaissances qu'ils ont et des habiletés qu'ils ont développées dans le cadre de la formation. Par exemple, ils vont faire des diaporamas où il y a moins euh, de jargon scientifique, où il y a moins de mots dans les diapos, où il n'y a pas de grands tableaux de matrices de corrélation qui peuvent, en fait, qui font pas beaucoup de sens pour des gens qui n'ont pas de formation en recherche dans la plupart des cas. Il y a développement d'une expertise, ce qui est considéré par les répondants comme
une valeur ajoutée d'avoir développé cette expertise-là en transfert de connaissances. Les gens, ils sont satisfaits, ils considèrent que c'est un avantage important pour eux. Euh, il y en a plusieurs aussi qui nous ont exprimé une motivation à approfondir leurs connaissances en transfert de connaissances. On leur a rapidement présenté notamment le fait qu'il existe un troisième MOOC qu'on a élaboré à l'équipe Renard avec l'IRD sur le courtage de connaissances. Et plusieurs nous ont dit que désormais, ils avaient l'intention d'introduire un volet transfert de connaissances dès le démarrage d'un nouveau projet. Sur le plan organisationnel, euh, on nous a rapporté le fait que dans plusieurs projets existants, on intègre maintenant des pratiques de transfert de connaissances. On est préoccupé par par cet aspect-là de la recherche. Par exemple, on va concevoir des stratégies de transfert, on va euh, améliorer la collaboration entre les différentes unités d'une même organisation, on va consulter, impliquer des parties partenaires dans des projets qui sont existants ou qui sont en développement actuellement. Et plusieurs nous ont parlé de la sensibilisation de leurs collègues au transfert de connaissances et qui ont partagé euh, les connaissances par rapport au transfert, qui ont parlé des MOOC qui pourraient être utiles pour certains, etc. Diapo. Et pour ce qui est des effets à long terme, parce que le mandat qu'on avait dans le cadre du projet Alliance SHS qui se déroule sur 16 mois ou plus ou moins 16 mois, on avait le mandat, nous, de former les gens, de les accompagner, de suivre l'évolution de tout ça et puis d'évaluer en fait ces efforts-là pour qu'il y ait des activités de transfert de connaissances. Mais on n'avait pas dans notre mandat ni le temps ni les ressources pour évaluer les stratégies de transfert de connaissances. Donc, quel est l'effet de la mise en œuvre de ces activités-là de transfert de connaissances? Euh, quel est l'effet sur l'utilisation de la recherche par les publics qui étaient ciblés? Par exemple, pour l'atelier qui a été fait à Madagascar le mois dernier, euh, ce serait intéressant d'aller voir jusqu'à quel point ça a influencé les participants à l'atelier. Est-ce qu'ils voient comment ils peuvent mettre en pratique ces résultats-là? Est-ce qu'ils sont intéressés à le faire? Est-ce qu'il y a euh, des, euh, des conditions qui sont favorables à la mise en œuvre de ces recommandations-là? Ou est-ce qu'il y a des obstacles importants à la mise en œuvre des recommandations qui ont été discutées lors de l'atelier? Donc, on a envisagé, mais c'est encore en discussion, de mener d'accompagner en fait les équipes pays, de leur fournir des instruments de collecte de données pour qu'ils puissent évaluer leurs activités de transfert de connaissances. Et ça, il y a plusieurs enjeux autour de ça, notamment la durée du projet qui ne peut pas s'éterniser et les ressources nécessaires pour le faire, notamment le temps pour arriver à mesurer ça, mais c'est quelque chose qu'on envisage sérieusement. Voilà. Ben merci. Il nous reste une bonne demi-heure pour répondre à vos questions que vous n'avez pas euh, inscrites dans le chat jusqu'à maintenant, mais maintenant que le partage d'écran est terminé, si vous levez la main, on va vous voir, on va pouvoir répondre à vos questions. Pas de questions, de commentaires? Ah, merci Marie-Josée, parce que là, je commençais à Il y a désespérer. une Je me suis petite... levé à 5h30 Oui, ce matin pour rien. si, Vous si, il y avez a une raison. question. Je suis arrivée légèrement un peu en retard, mais simplement, je voulais vous demander, vous faites partie donc de l'Institut Pasteur et c'est eux qui vous ont demandé ce projet-là ou de qui vous dépendez exactement? Non, en fait,
nous, comme formateurs, comme chercheurs, on est à l'Université de Montréal. Oui, Je pense que je vais laisser Chiarella Materne vous parler un petit peu de comment ce projet-là a émergé et comment on a été impliqué là-dedans. Chiarella, est-ce que tu peux prendre la parole? merci. Oui, oui, je suis là. Bonjour Marie-Josée. Donc en gros, donc Christian me donne la parole, hein, mais je ne suis plus à l'Institut Pasteur. En fait, on devrait plutôt donner la parole à Michaela qui pourra vous raconter aussi l'historique par rapport au transfert de connaissances. Donc en gros, c'est un projet dont je suis l'instigatrice au départ, que j'ai monté en tant que responsable de l'équipe santé sciences sociales à l'Institut Pasteur de Madagascar en 2000. C'était en quelle année qu'on a monté ça? Il y a 2 ans. Et donc, en fait, notre équipe fait des sciences sociales qualitatives appliquées à la santé et en fait collabore avec Christian depuis 2020 sur une petite dizaine de projets depuis 2020. Et donc, ce projet d'Alliance SHS Afrique en fait, avait pour objectif non seulement de conduire de la recherche sur la vaccination en Afrique de l'Ouest et à Madagascar et en Afrique du Nord, puisqu'on était 4 pays dans le consortium, mais aussi de faire du renforcement de capacité sur les méthodologies en sciences humaines et sociales. Et c'est dans ce cadre-là que ce webinaire a eu lieu. C'est le 6e webinaire, du coup, sur la totalité du cycle de webinaire. Et donc, notre partenariat, notre collaboration avec Christian Dagenet, donc de l'Université de Montréal et d'Aurélie Hoth, date depuis 2020 et en fait devient une partie intégrante en fait de notre manière de faire science en fait. C'est-à-dire que nos projets maintenant incluent, pas systématiquement parce que tous les bailleurs ne sont pas prêts à financer ça et ça ne se prête pas forcément à tous les chronogrammes et à tous les timelines qu'on peut avoir dans nos projets, mais on essaye le plus souvent possible de prévoir un volet transfert de connaissances, ce qui nous paraît complètement essentiel quand on fait de la science en santé, c'est-à-dire une science qu'on veut le plus appliquée possible. Tout Voilà, à je ne sais fait. pas si ça a répondu à votre question, mais Michaela Oui, peut vous en oui, dire plus. Et puis on a Asma avec nous aussi qui peut vous en dire plus, d'accord. qui, elles, sont toujours dans le projet. Parce que moi, je suis docteur en géographie. J'ai travaillé sur l'épidémie de dengue, déjà en Tahiti et puis Nouvelle-Calédonie. Et c'est vrai que ce transfert de connaissances, j'ai travaillé par rapport aux élèves, leurs connaissances, effectivement, en milieu scolaire, parce que je suis prof à la base aussi. Et donc, ça, c'est vrai, c'est le transfert de connaissances après manque ça. On fait des colloques, on fait, voilà, et ce transfert de connaissances est intéressant, oui. Pour, par exemple, pour développer, pour améliorer, par exemple, dans le cadre où j'étais pour l'épidémie de dengue, de faciliter la notion justement d'épidémie, la notion, puisque maintenant en France, on est vraiment touché aussi par la dengue. Et c'est vrai, ce transfert de connaissances est important, effectivement, à tous les niveaux. Alors merci, Oui, c'était absolument. très intéressant. Ben bon, merci à vous. Il y avait une autre main levée tantôt, c'est Ingrid. Vous aviez levé la main, on a répondu déjà ou? Bonjour à tous, bonjour. Euh, En fait, je suis très intéressée par le transfert de connaissances. Moi également, je suis chercheur d'origine camerounaise et nous sommes actuellement en train de créer un réseau sur la lutte contre la résistance aux antibiotiques selon l'approche Une Santé dans la sous-région Afrique centrale. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des formations sur le transfert de connaissances pour l'année 2025? Parce que j'aimerais bien participer à ce genre de formation pour être bien outillé et pour pouvoir contribuer dans ma sous-région. Merci. D'accord. En fait, on ne fait pas de tournée de formation. On répond à des demandes de certains groupes, de certaines organisations, de certains projets. On répond à ces demandes-là, dépendamment de la pertinence, en fait, de former un groupe. Et puis, comme dans le cadre du projet Alliance SHS, ben, il y avait une volonté très, très, très,
très affirmé, qui est un gros volet de transfert de connaissances là-dedans. Donc, on a mis en place cette infrastructure-là. Mais nous, on a développé des MOOC, des formations en ligne pour répondre aux besoins de nos partenaires parce que ça fait partie des critères d'évaluation de notre bailleur. Qui nous donne 50% des points sur la qualité scientifique de ce qu'on produit, mais 50% des points sur comment on arrive à faire avancer les pratiques de transfert de nos partenaires. Donc, on a élaboré ces formations-là dans cet esprit-là, mais on reste une équipe de recherche. Donc, si on fournit un accompagnement pour le transfert, pour la formation en transfert, ben, on va vouloir faire de la recherche là-dessus. Donc, s'il n'y a pas les ressources nécessaires pour qu'on puisse évaluer nos efforts de formation, on dirige les gens vers nos MOOC qui sont autoportants, donc qui peuvent être réalisés, ces MOOC-là, sans accompagnement. Mais tout nous porte à croire parce que ça fait déjà 5 ou 6 expériences qu'on mène avec un accompagnement. Ça montre que l'acquisition, le développement des habiletés est supérieur quand il y a un accompagnement. D'accord. Est-ce qu'on peut également avoir les liens pour vos MOOC là, s'il vous plaît? Oui, c'est tout simplement équiprenant.org. Je l'ai mis dans le chat tout D'accord. à l'heure en réponse à votre question, Ingrid. D'accord. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. C'est très important tout ça. OK. Ça fait plaisir, merci. Merci. Il y a, je vois qu'il y a une autre. Oui, dans le Il y a une chat question dans aussi. le chat, mais il y a Delphine qui a levé la main. Madame Bousseau, vous pouvez aller avec votre question. Merci beaucoup, Christian et Aurélie, pour la présentation. Je n'ai pas vraiment de questions parce que c'est une présentation que j'ai déjà eue pour avoir eu la chance de participer à la formation et d'être bénéficiaire dans le cadre du projet Alliance SHS. C'est juste par rapport aux 2 premières questions. Je tenais juste à faire ce témoignage-là que moi-même, étant bénéficiaire de cette formation il y a un an, ça change complètement en fait notre vision de la recherche et ça nous permet de voir en fait en termes d'impact par rapport à nous-mêmes ce qu'on produit comme résultat. On est mobilisé dans le cadre des processus de recherche, mais on fait souvent du transfert de connaissances sans vraiment s'en rendre compte. Et je pense que ce genre d'initiative, c'est hyper important de pouvoir montrer aux chercheurs aujourd'hui, à l'heure actuelle, faire du transfert de connaissances devrait être inscrit en fait à tous les projets de recherche. C'est juste un témoignage que je voulais faire en tant que quelqu'un qui a bénéficié de cette formation. Merci pour cette belle présentation. Merci beaucoup, Delphine. Merci d'avoir été là parce qu'en fait, pour toi et les autres qui ont participé à la formation, puis vous êtes plusieurs, là, il y a Timothée, Balkissa, Hayet, euh, Asma et d'autres. Vous êtes là, mais vous n'avez rien appris de nouveau ce matin, non? Je dis ce matin parce que, pardon, il est très tôt ici. Non? Bon, il semble que mon intervention ne suscitait pas de réponse. OK. Alors, il y a une question dans le chat. Martin Moyenga qui demande si on peut revenir sur l'exemple du Burkina Faso. Oui, je veux bien, mais c'est un projet qui était plein de bonnes intentions, mais le ministre qui avait eu cette initiative-là est resté en poste pendant 2 ans et, et l'unité qu'il avait créée a été a survécu pendant 8 ans, mais sans jamais que les postes soient comblés dans l'unité. Donc, finalement, elle n'a jamais vu le jour. Et il y a eu une tentative par la suite d'implanter la même initiative à l'Institut national de santé publique du Burkina, qui avait été créé par le même ministre qui s'appelle Nicolas Méda. On a tenté de le faire, mais avec le dernier coup d'État au Burkina, la France a cessé de financer des projets là-bas. Et donc, le projet qu'on avait écrit, qui était déjà discuté avec Expertise France, n'a pas pu voir le jour. Mais peut-être qu'un jour, on va réussir à le faire. La volonté est toujours là, sur le terrain. Ça répond à votre question, Martin? Bon,
On a dit, hein, les approches interactives sont plus efficaces, mais là, vous n'êtes pas très interactif, hein? Est-ce que c'est nouveau pour moi, en fait? Est-ce que c'est nouveau pour vous? Oui, peut-être. Oui. OK, ouais, peut-être, peut-être. OK. Là, quelqu'un parle, mais je ne sais pas qui c'est, puis je ne sais pas si c'est à nous qui parle. D'autres questions? Bon, eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous libérer. Euh, Il y a, il y a- il y a certaines personnes qui sont à 8 heures de décalage de Montréal. Ici, il est 9 heures du matin, mais à Madagascar, c'est 8 heures de plus. Donc, Oui, la journée est presque je finie pour termine. vous. Oui, Ouais. oui, Alors, je vous remercie. Dans le chat, vous avez encore le lien pour Alliance SHS. S'il y en a qui veulent aller obtenir de l'information supplémentaire sur ce réseau. Et j'ai mis aussi le lien sur équipreneur.org si vous êtes intéressé à en savoir un peu plus sur nos activités, qui incluent la formation, mais aussi des activités de recherche. Il y a Merci. encore un truc dans le chat. Ah, OK. il y a Balkissa Ah! qui t'a répondu dans le chat. Ah oui, parce que ce que vous ne saviez pas, c'est les résultats préliminaires de l'évaluation. Effectivement, ça, c'était nouveau pour vous. Merci, Balkissa, de le mentionner. OK, alors, je remercie Cyrine, Michaela, Asma pour l'organisation du webinaire. Et puis, je remercie Aurélie pour sa participation. Et bonne suite. On aura peut-être l'occasion d'échanger à nouveau. Au revoir. Au revoir. Oui, au Au revoir, à revoir, bientôt. merci. Merci, au revoir.